Hello tout le monde. Avant de parler d'architecture, d'orchestration ou même de temporal, j'aimerais qu'on remonte le temps un peu tous ensemble et qu'on se rappelle le bon vieux temps du cas d'école du processus métier. On se souvient de ce processus, il était très simple, il n'avait pas beaucoup d'étapes. On pourrait se prendre un exemple, par exemple une recette de cuisine, c'est un bon exemple. Il a un début et une fin, il a des paramètres. Et si je devais coder ce processus métier dans une méthode, eh ben, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Et moi, cette méthode, je l'aime beaucoup. Bah, alors, premièrement, parce qu'on parle de gâteau, mais je crois que vous n'êtes pas là pour ça. Et sinon, parce que tout est synchrone, parce que tout est transactionnel, mon processus tient dans une méthode, et du coup, c'est testable. Le truc, c'est que dans la vraie vie, c'est un peu différent. Dans la vraie vie, si on se met dans un process un peu plus réaliste, par exemple une commande, bon déjà, on va avoir un peu plus d'étapes. On va, donc on passe une commande, on réserve un inventaire et forcément, avant d'envoyer notre article, on aime bien attendre qu'on soit payé. Hop. Donc il va falloir qu'on mette notre process en pause. Notre process, ce qui va nous dire que notre paiement est autorisé, c'est un autre microservice. Ce microservice, il interagit avec un prestataire de paiement, donc par exemple Stripe, PayPal, etc. Et donc juste là, en investiguant un peu plus mon processus métier, j'ai des nouvelles problématiques qui arrivent. Mais ok, pour l'instant, je commence à avoir une idée d'archi dans ma tête. Le truc, c'est qu'en plus de toutes mes contraintes métiers, je vais avoir d'autres contraintes. Déjà, je sais que mon prestataire de paiement, il interagit avec moi à travers des webhooks. Et les webhooks, c'est galère. Donc du coup, j'aimerais mettre des retries au niveau de mon service de paiement, parce que comme ça, si j'ai un problème, je vais pouvoir essayer. D'ailleurs, j'aimerais bien réessayer dans toute mon application. Et puis, si j'arrive pas à essayer à faire des retries et à envoyer ma commande, j'aimerais bien rembourser mon utilisateur, remettre mon inventaire à son état initial. Et puis en fait, envoyer une commande, c'est pas vraiment un process IT, c'est plutôt un process humain. C'est quelqu'un qui va envoyer un colis, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Ma personne, elle aura besoin des infos du tout début de mon process. Moi, en plus de tout ça, j'ai besoin d'observabilité sur mon process métier. J'aimerais bien pouvoir le tester. J'ai besoin de le distribuer et de le scaler. Bref, vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, nos architectures, elles sont complexes. Et elles sont complexes dès qu'on sort du cas d'école de la transaction acide de notre monolithe. Et en fait, ces problématiques-là, on les retrouve souvent. Et non seulement on les retrouve souvent, mais en fait, elles sont indépendantes de notre process métier. Et donc, un peu toutes les entreprises ont ces problématiques-là. Et donc là, j'ai deux options. Je peux essayer de passer 6 mois à reconstruire mon architecture parfaite de rêve avec toute sa checklist qu'il faut. Et en fait, reproduire un peu ce que tout le monde a reproduit chez lui. Moi, je vous en propose une autre aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Copper. Je suis lead dev chez Takima. Donc, on est une société de services et on aime beaucoup Temporal. On est même partenaire depuis une semaine tout juste, le bon timing. Et du coup, on va parler d'orchestration avec Temporal aujourd'hui. Alors, vous connaissez déjà ce qu'est un workflow dans Temporal. Un workflow, en fait, c'est le vocabulaire pour définir un processus métier dans Temporal. Et le but de Temporal, ça va être d'exécuter de manière durable nos workflows. Donc c'est un peu le workflow bulletproof. Et ce sera par exemple, si mon process métier démarre, je suis sûr que je vais aller à la fin. Je suis capable de connaître son état à un instant T. Et je suis capable de savoir tous les états à travers lesquels il est passé. Bon, je vous propose qu'on aille direct dans du code. On va coder aujourd'hui la plateforme de vente de jeux vidéo, de videogame. Donc on va commencer avec un processus simple. Mais avant, un petit peu de kit de démarrage. Et j'ai fait quelques trucs sur mon ordi. J'ai notamment démarré un cluster temporal. Donc pour l'instant, on peut considérer que c'est une boîte noire. Je l'ai démarré avec le Docker Compose de la doc, rien de trop mystique. Et puis j'ai créé une application que je découplée en 4 services. Commande, inventaire, paiement et shipping. Et donc dans chacun de ces services, j'ai un module Maven qui va me servir d'API. Donc là, ça va vraiment être des interfaces Java, donc comme ça. J'ai fait du Kotlin parce que je suis trop rouillé en Java et que ça allait pas être fluide. Mais promis, il n'y aura rien de trop de Kotlin si vous n'êtes pas familier. Ensuite, en dessous de ça, j'ai mes implémentations. Ces implémentations-là, c'est des bin Spring. Encore une fois, ça ne va pas être spécifique à Spring, on va presque pas en toucher. Et du coup, c'est vraiment, j'ai implémenté mes services, mes interfaces qui sont au-dessus de mes services. En plus de ça, j'ai mis le SDK de temporal Java dans mon application. J'ai créé un tout petit peu de config, il y a 6 lignes, pas besoin de la lire, mais au moins si vous voyez un peu de bin de temporal arriver, vous ne serez pas dépaysé.
Et le but, ça va être, dès que j'ai un service qui a besoin d'appeler les autres services, il va passer par les interfaces des autres services, et ça va être Temporal qui va gérer la plomberie. Donc on va coder notre première exécution durable. Elle va partir d'une commande qui nous viendra probablement d'une API, un utilisateur. Au début, on va juste réserver un article auprès de l'inventaire et on va envoyer la commande. Ok, donc ça, on a vu que dans Temporal, ça s'appelait un workflow. D'ailleurs, c'est plutôt la définition de notre workflow ici. Un workflow, il a une input, donc ici, c'est une commande. On pourra avoir aussi un output. Et ensuite, il va avoir une liste de tâches. Et ces tâches-là, dans Temporal, on les appelle des activités. Donc, deuxième mot de vocabulaire, une activité. C'est parti, orchestrons. Et si vous aviez jamais fait d'orchestration, en fait, probablement que vous en avez déjà fait. Si vous avez écrit quelque chose comme ça, donc là, on utilise Spring, en fait, c'est juste la liste de vos méthodes et que vous déroulez linéairement. Ça, dans les grandes lignes, c'est de l'orchestration. Aujourd'hui, on ne veut pas utiliser Spring pour faire notre injection de dépendance, etc. On veut plutôt utiliser Temporal et du coup, on va modifier ça pour que ce ne soit pas une injection de dépendance Spring, mais Temporal. Alors, c'est un peu bas, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Donc là, on va vouloir injecter notre shipping service. Donc il y a une petite méthode qui s'appelle ActivityStub, et pour cette méthode-là, il va lui falloir quelques options. Donc on va se créer des options. Alors dans les options d'une activité, donc d'une tâche, il y a deux choses, une queue. On verra juste après à quoi ça sert. Du coup, là, on est sur shipping, donc on va mettre la queue shipping, et un timeout. Un timeout, c'est le temps à partir duquel, si notre activité n'est pas terminée ou elle ne répond plus, on considère qu'elle est en échec. Et donc là, on a injecté notre shipping service dans notre process. Pour faire ça, il va falloir en plus aller annoter notre petit shipping pour dire à Temporal, OK, ça, je veux que ce soit une activité. Donc ça, c'est mon interface de mon service. Et du coup, il faut juste que je dise, OK, c'est une activité. Donc on voit que ça vient du SDK de Temporal. Si je retourne dans mon implémentation, il faut que je fasse pareil avec le deuxième. Dans la vraie vie, vous écrirez plutôt des petites méthodes d'utils. Je m'en suis écrit aussi. Tout ce qui commence par my, c'est des petites méthodes d'utils que je me suis écrites. Et comme ça, vous pouvez les différencier de ce qui vient du SDK. Et donc, ça ressemblerait plutôt à un truc comme ça. Voilà, donc là, j'ai injecté mon service d'inventaire dans mon application. Ok, super, j'ai décrit ma recette de cuisine, pardon. Il va falloir la lancer. Donc, on a dit que c'était un utilisateur qui passait une commande au niveau de mon API. Donc, on va aller au niveau de l'order controller. Je récupère une commande ici et je vais vouloir lancer mon workflow. Ici, on est dans Spring, hein, on n'est pas dans Temporal. Du coup, j'ai mon workflow client, qui est ce qui va me permettre de me reconnecter au contexte de Temporal. Ça vient de ma config que j'ai créée juste avant. Et de la même manière, je vais pouvoir injecter un workflow ici, de cette manière-là. Donc, un workflow stub, c'est l'injection de dépendance, enfin, l'injection d'un workflow hors de Temporal à travers le client. De la même manière, il va lui falloir des options. Donc, des petites options. Cette fois-ci, il va lui falloir un ID. Donc l'ID de mon exécution, qu'est-ce que ça va être? Moi, j'ai une commande, donc je vais mettre l'ID de ma commande. Ça paraît assez pertinent. Et ensuite, il va lui falloir une queue. On verra tout à l'heure ce que c'est encore. Et du coup, je vais mettre sur la queue order pour que ce soit une commande. Hop, il faut juste que ça prenne ça. Il me reste juste à lancer mon workflow. Et du coup, workflow. Non, pas du tout. Tac. Je vais vouloir lancer mon workflow et ma méthode, c'est process une order. Et mon input, c'est la commande qui me vient de mon request body. OK. De la même manière que tout à l'heure, il va falloir que j'annote mon interface pour dire à Temporal, OK, ça c'est un workflow. Il faut que je fasse pareil avec la méthode. Tac. Et donc là, Temporal est au courant que cette interface-là représente un workflow. Je vous propose qu'on lance et qu'on aille voir ce qui se passe. Hop là, petite transpiration de mon côté. Hop, hop, hop. Si quelqu'un a une idée. Process. Ah oui, je sais. J'ai dit que c'était un service, mais non, on n'utilise plus Spring. Tout va bien. Je suis plus rassuré que vous. Ok, donc j'ai lancé mon application. Hop, petit spoil. Je vais pouvoir créer une commande auprès de mon contrôleur. Si je mets un body vide, ça va m'en simuler une. Hop, juste le Wi-Fi, c'est bon. Donc là, je me crée une commande.
1 200, on est rassuré. Et du coup, je vous présente le dashboard de Temporal. Donc c'est un peu l'équivalent du dashboard rapide, c'est du dashboard rapide pour ceux qui connaissent, en plus beau. Et du coup, je retrouve mon exécution de mon workflow. Je vais avoir quelques informations, par exemple, sur l'input. Ici, je récupère ma commande et je vais voir un petit message. Il n'y a pas de petit message, tant pis. En fait, là, il ne va rien se passer dans mon process parce que je n'ai pas déclaré de worker. Et donc là, ça commence à faire beaucoup de notions qu'on vient de voir. Je propose qu'on reparte dans les slides. Nous, on est parti, on avait un cluster temporal, une application classique, donc des API, des contrôleurs, des DAO. Ça, d'un point de vue temporal, ça s'appelle un worker. Donc c'est un peu l'équivalent du subscriber ou du listener dans les contextes event. Donc ça, c'est des workers. Pour communiquer avec des workers, temporal, il a besoin de queues. Donc nous, j'ai déjà créé les queues. Ce n'est pas vraiment des queues FIFO comme on a l'habitude d'en voir, mais ça va juste servir d'aiguillage vers mes différents workers. Je pourrais avoir plusieurs workers qui sont sur la même queue, ça scalerait mon application. Maintenant, il faut que je dise à Temporal, OK, ce worker, il est capable d'exécuter ces choses-là. Donc il va falloir que je enregistre ma recette de cuisine auprès de mon worker et que je lui dise, OK, tu es capable de faire ça. Donc ça, c'est la workflow definition. On va aller l'enregistrer dans le worker de l'order. Tac, on n'en a pas besoin de ça. On va aller dire, OK, ce worker-là, c'est le worker sur la queue order, et tu es capable de faire des workflows de ce type-là. OK. Mon workflow, on a vu qu'il avait une suite d'étapes. Ma liste de cuisine, elle avait plusieurs tâches. Ces tâches s'appellent des activités. Et du coup, dans Temporal, il va falloir que j'enregistre ces activités dans mes autres workers. Et du coup, par exemple, pour mon shipping, il va falloir que j'enregistre mon activité. Cette fois-ci, je ne vais pas donner une classe comme j'ai fait tout à l'heure, je vais donner une instance. Moi, dans Spring, des instances, j'en ai plein. J'ai plein de singletons. Et du coup, je vais aller carrément donner l'implémentation de mon shipping service. Donc c'est comme ça que je me reconnecte à un contexte plus familier. Si je relance mon application, j'ai fait exactement pareil pour l'inventaire. On va voir que, OK, c'est bon, tout a redémarré. Mon article a été réservé, ma commande est passée. Si j'actualise ici, on va voir, OK, mon article a été réservé, ma commande est passée. Ça faisait un peu beaucoup d'informations. On va essayer de se raccrocher à une métaphore de la recette de cuisine. J'en ai parlé plusieurs fois parce qu'elle est assez pertinente. Donc en fait, la recette de cuisine, c'est la définition de notre workflow. Et à chaque fois que je vais vouloir lancer une recette de cuisine, ça s'appelle une exécution. Et du coup, je vais avoir une nouvelle exécution à chaque fois que je lance un workflow. Les étapes de ma recette de cuisine, ça va s'appeler des activités. Et ces activités chez moi, elles sont implémentées par des singletons Spring. Donc en fait, on vient de reprendre un peu notre process métier. Et on a vu que en fait, Temporal, par design, c'est distribué et scalable parce que je suis capable d'aiguiller mes process entre différents microservices. Et en fait, c'est complètement transparent pour moi. Et aussi, je mets un petit tic en jaune. Ça a l'air facile à utiliser. Si on retourne dans ma méthode de mon process, j'ai rien changé de mon exécution de mon process, j'ai juste changé mon injection de dépendance, mais ici, ça n'a pas bougé. Bon, le dashboard temporal, il est bien beau, c'est le meilleur ami du dev, mais si je veux filer un dashboard ou un petit front à mon vendeur video game, ça va pas être possible. Et du coup, je vais avoir envie d'implémenter des petits endpoints pour aider. Donc là, pour l'instant, on n'est pas capable de lister les commandes. Et du coup, c'est normal, parce que si je vais dans mon order controller, pour l'instant, list order, je retrouve un stream vide, c'est pas top. En fait, si on retourne dans le dashboard temporal, tout ce qu'on voit dans le dashboard, c'est disponible par API, et du coup, c'est aussi disponible à travers les différents SDK. Et là, moi, je suis capable de lister mes exécutions de commandes, et du coup, si je suis capable de lister mes exécutions, je suis capable de lister mes commandes. Donc en fait, c'est à peu près ça que j'aimerais afficher dans mon dashboard. Je suis même capable de filtrer. Il y a tout un query language pour filtrer, donc nous, on va filtrer tous nos process de type process order. Donc on se récupère ça, et on va aller streamer sur ces process-là à travers le SDK. Donc une fois encore, on est dans un contrôleur, donc on n'est pas dans temporal, on utilise le workflow client. On peut lister les exécutions, donc ici je recolle mon query language, et ensuite je vais juste mapper vers quelque chose qui m'intéresse un peu plus, donc des commandes. Il me faut un ID, moi j'avais mis l'ID du workflow, une date, c'est à quelle heure mon process a commencé. Et pour le shipping statut, je passe vite là-dessus.
en gros, dans Temporal, on peut rajouter des search attributes, c'est des petites colonnes ici. Donc pour l'instant, on l'a jamais remplie, donc elle est vide. Mais en gros, on peut rajouter des search attributes, je vous en parlerai un peu plus tard. Pour l'instant, on met pending quand il s'est rien passé. Et donc si je relance mon appli, et que je retourne dans mon dashboard, je devrais voir ma commande qui est déjà passée. Donc son statut n'est pas bon parce qu'on l'a mis en pending. Si j'en refais d'autres, on va la voir apparaître. Ça fait transpirer. Ok, donc là on a vu en fait qu'on était capable déjà de... on avait une première brique d'observabilité, on était capable de lister nos exécutions de workflow, mais moi je trouve que c'est pas suffisant. Ce que j'aimerais bien faire, c'est aller voir ce qu'il y a là-dedans. Forcément, là c'est un bug voulu, et j'aimerais aller voir en fait ma commande qu'il y avait dans mon input. Hop, si je reclique dessus, ma commande elle y est là dans mon exécution. Donc j'aimerais aller chercher cette commande. En gros, j'aimerais bien moi, depuis mon contrôleur ici, j'ai un gros to-do. Un to-do en Kotlin, c'est une exception, donc c'est normal. J'aimerais bien aller... je pars de l'ID de ma commande et je veux aller récupérer la commande à l'intérieur de mon exécution. Donc en gros, il faut que je fasse un genre de find by ID de mon workflow. Du coup, ça c'est possible. Voilà, on fait juste un new workflow stub avec l'ID de notre workflow. Il va falloir le caster dans notre type à nous. Et là, j'aimerais bien faire une méthode, un truc du genre un getter sur ma commande pour pouvoir la récupérer. Un truc un peu comme ça. En fait, ça, c'est possible, on va juste l'implémenter. Cette fois-ci, ça ne va pas être la méthode de notre workflow, on va aller chercher de l'information à l'intérieur de notre exécution. Et donc ça s'appelle, dans Temporal, une query. On va aller chercher de l'information à l'intérieur de notre process. Forcément, ici, c'est pas bon. Il va falloir que je l'implémente. Tac. Donc, on return l'order. Cet order-là, je ne l'ai pas ici, donc on va juste la mettre dans une variable. Dès que mon process il va commencer, this.order égale order, et on se la met dans une variable ici. Voilà, donc là je vais être capable de récupérer ma commande une fois que mon process a commencé et de la renvoyer au niveau de mon contrôleur. Si j'actualise celui-ci et que cette fois-ci je fais voir, je suis capable d'aller voir que ok, j'ai un récapitulatif de ma commande. Donc en fait, non seulement je suis capable de lister mes exécutions, mais je suis aussi capable d'aller chercher de l'état à l'intérieur de mon exécution. Donc on a vu qu'on pouvait récupérer nos workflows à travers leur ID et aller query l'information à l'intérieur. Donc au niveau observabilité, en plus du dashboard, on est pas mal. Maintenant, on commence à mettre le doigt sur un petit truc là, c'est que j'ai été capable d'aller chercher l'état à l'intérieur de mon workflow. Et du coup, moi, ça me donne envie de faire un truc, ça me donne envie d'aller bouger et changer l'état de ma commande. Par exemple, mettre à jour le shipping statut ici. Status à shipping statut. On le mettra après. Et de me mettre une petite méthode comme ça. Donc je me la mets dans une méthode parce que vous vous souvenez, il fallait qu'on remplisse le search attribute. En gros, la nouvelle colonne dans mon dashboard. Et du coup, une fois que ma commande est passée, j'ai envie de dire, OK, ça, c'est shipped. OK, tout va bien. Je vais juste me le run au début pour pouvoir initialiser ma colonne. Donc, order shipping status. Et donc là, je devrais pouvoir voir mes commandes et leur évolution à travers mon flow. Donc, je me fais 3 nouvelles commandes parce que ça va aller vite. Raté. Voilà, en attente de paiement. Et ensuite, elle va passer à envoyer. OK ? Donc là, on a bien vu l'exécution de notre workflow. On a bien vu qu'il avait son propre état, que j'étais capable de le query. Et on commence à mettre ce doigt sur des choses un peu cool, je trouve, de Temporal. Et du coup, en fait, chaque exécution va pouvoir gérer son propre état. On revient à notre process métier. Là, on est dans le process métier niveau facile. On a remonté le temps, on se souvient. C'est vrai que avant d'envoyer la commande en général, on va valider un paiement. Et du coup, nous, on aimerait bien mettre notre process en pause et attendre que le paiement soit autorisé. Une autorisation de paiement, vous savez, c'est quand il y a écrit moins 300 € à venir sur votre compte. Ça, c'est l'autorisation de paiement. Et du coup, on va essayer de s'implémenter ça. Donc, après l'inventaire, ici, par exemple, du coup, payment authorization, on aimerait bien attendre
que le statut de notre paiement soit autorisé. Donc là, normalement, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Un await dans du Java. Donc on va lancer l'application, on va voir ce qui se passe quand je repasse une commande. Tac, tac, tac. Je passe une commande et cette fois-ci, elle ne va pas directement passer à envoyer comme celle juste avant. Elle va être en attente du paiement, comme prévu. OK. Pour l'instant, petit point d'interrogation là-dessus. On va continuer notre workflow. Une fois que le paiement est autorisé, on va vouloir capturer le paiement. Et du coup, ici, on va se rajouter la capture du paiement. Et là, je n'ai pas encore mon payment service, donc je vais me l'injecter comme tout à l'heure. Tac. Je vais l'écrire de la même manière pour que ce soit plus lisible pour tout le monde. Donc j'injecte mon service de paiement et payment service, je capture mon paiement, un peu comme on a fait tout à l'heure. Order payment ID. Donc là, ma commande a été bloquée en attente du paiement. C'était juste ici. Je vais pouvoir la voir. Ça, c'est normal, je pense. OK. Et je suis capable de simuler le paiement. Donc je simule mon paiement et du coup, ma commande devrait passer à envoyer. Non, il ne se passe rien, c'est normal. Parce qu'en fait, là, j'ai simulé le paiement, j'ai appelé une API, mais si je vais au niveau de mon payment controller, notre validation de paiement, elle arrive d'un webhook, d'un prestataire de paiement. Et pour l'instant, ce webhook de prestataire de paiement, j'en ai rien fait. Je n'ai pas réinjecté des choses dans mon flow. Et du coup, il va falloir que je vienne dire, OK, donc là, on se retrouve avec le workflow Find by ID, et on veut marquer le paiement comme autorisé. Donc quand je reçois la validation du paiement de mon prestataire, je veux marquer mon paiement comme autorisé. De la même manière que tout à l'heure, ça va être possible de le faire. On va juste se rajouter ça dans l'interface de notre workflow. Cette fois-ci, ça ne va pas être une query, on ne va pas aller chercher de l'information dans notre workflow, on va pouvoir plutôt en envoyer. Et du coup, ça s'appelle un signal dans Temporal. Donc on va signaler notre workflow, c'est un peu une callback à l'intérieur de notre exécution, dire qu'il se passe quelque chose. Il me reste juste à implémenter ça. Et du coup, ici, je peux mettre le statut de mon paiement égal autorisé. Et ce sera un simple égal. Donc cette fois-ci, quand je vais aller simuler la validation de paiement de mon prestataire, ma commande va continuer et passer à la suite. Si je la vois, je vois aussi que mon paiement a été correctement. Non, on a oublié de faire ça. Une fois qu'on a capturé le paiement, order.payment status égale capture. Donc voilà, on est capable de mettre à jour notre workflow comme ça. Et là, on a fait pas mal de trucs qui sortent un peu de l'ordinaire dans du Java. Donc je vous propose qu'on fasse un petit récap. Déjà, on a vu qu'on pouvait mettre pause à un process avec les await de Temporal. On a vu que je pouvais renvoyer de l'information dans mes process avec les signaux. Et du coup, le combo de ça veut dire que mes process sont aptes à run sur du long terme. Petit bonus, si au bout de 7 jours, j'avais voulu envoyer un mail à mon utilisateur pour lui demander son avis sur le produit, sans Temporal, il aurait fallu que je mette un truc en base, que j'ai un cron tous les matins qui lance un gros batch avec tous les trucs toutes les dates de plus d'une semaine. Dans Temporal, j'aurais fait un workflow sleep pendant 7 jours et j'aurais envoyé mon mail juste ensuite. Donc voilà, 2 lignes. Les schedules, les crons dans Temporal, c'est très simple en général. Un petit peu d'explication. Comment ça fonctionne Temporal? Déjà, pour rassurer les plus sceptiques d'entre nous, mon app était déjà lancé, mais en gros, je vais mettre en pause mon process ici. Donc, je suis en attente du paiement. Si je cut mon application ici, tout va bien se passer. Mon process sera toujours running dans Temporal. Je n'ai pas bloqué des threads Java, je n'ai pas fait de choses un peu sombres. Je retourne dans mes workflows. Tac. Mon process est toujours running, tout va bien. En fait, ce qui se passe, c'est que Temporal, il va écrire l'historique de ce qu'il fait dans une event history. Et du coup, si je vous dis que dans ce process-là, dans ma recette de cuisine, j'ai réservé l'article, vous êtes à peu près d'accord pour me dire, OK, on doit se trouver quelque part par là.
Ok, en fait, temporel, c'est ce il va passer son temps à faire ça. Il va passer son temps à dérouler la recette de cuisine avec la liste des différentes tâches. Et si on lui dit, ok, tu as déjà réservé l'article, tu as attendu que le paiement soit autorisé et tu as bien capturé le paiement, et il va se dire, ok, la prochaine chose que je dois faire, pardon, ça va être de envoyer ma commande. En fait, dès qu'il va se passer soit la fin d'une activité, soit un signal dans mon application, dans mon workflow, il va redérouler son historique et se remettre à l'état où on a été. En fait, c'est un peu temporel qui va gérer les événements pour nous, un peu en mode event sourcing pour reconstruire son état. Du coup, comment ça fonctionne là-dessous? Il est temps qu'on ouvre un peu la boîte noire temporale et qu'on regarde comment c'est. Donc vous connaissez déjà le dashboard. Et en fait, un cluster temporel, il y a deux briques dans un cluster. Il y a une partie serveur et il y a aussi une partie persistance. Donc dans la partie serveur, on passe rapidement. Il y a plusieurs petits services. Tout ça, c'est couplé à une partie persistance qui est en deux services. Temporel, ils écrivent tout en Go. Voilà, c'est open source si vous voulez aller voir. Et la partie persistance, c'est possible de l'avoir en plusieurs DB. Donc il y a du Cassandra, du Postgres, il y a MySQL. Vous pouvez utiliser Elastic aussi pour la partie visibilité. Si vous déployez on-prem un temporal, probablement que le scaling de votre cluster va jouer par là. Et en fait, toute la clé de temporal, elle joue ici. Elle joue en fait que c'est un service qui va pouvoir persister ses propres choses, qui va avoir sa propre persistance. Et donc tout ce qui va rentrer et sortir de temporal, ce sera persisté. Du coup, c'est aussi un des points d'attention de temporal, c'est que tout ce qu'on envoie dans temporal doit être sérialisable. Revenons à nos moutons, revenons à notre process métier. Il est temps qu'on parle un peu plus des super pouvoirs de temporal. Si on regarde notre processus métier par rapport à la livraison, ce qui nous intéresse pour la livraison, c'est pas vraiment envoyer la commande, c'est pas un processus IT, c'est plutôt son état. On a envie de savoir qu'au début, la livraison est en attente et qu'à la fin, elle est envoyée. OK ? Donc on va se poser la question de OK, comment ça interagit avec des processus métiers qui sont à forte interaction humaine et est-ce que je peux coder ça? Donc je propose qu'on reprenne notre flow. J'ai fait entrer la notion d'état de la livraison. Là, c'est les petits pointillés noirs. Donc au début de notre process, notre livraison est pending. Ça, c'était ici, là. Pardon. Ensuite, une fois qu'on aura réservé l'article et attendu que le paiement soit autorisé, notre livraison va passer en attente de préparation. Donc, on a attendu que le paiement soit autorisé et du coup, on veut préparer la commande. Et du coup, on va mettre à jour le statut de notre livraison pour dire que c'est en attente de préparation. OK. Ensuite, on va attendre que la commande soit séparée. Je n'ai pas choisi le mot attendre pour rien. Et du coup, on va attendre que le statut de notre livraison soit prepared. OK, on va attendre que ce soit préparé. Super. Ensuite, une fois que ce sera fait, notre livraison sera préparée. Et une fois qu'on aura capturé le paiement, donc après ici, on va passer le statut de notre livraison en attente de livraison. Donc, en attente de livraison. Et le shipping service, on va le retirer complètement. Ce n'est pas un process IT. En fait, il va pas faire grand-chose. Et on va plutôt se dire, OK, on va attendre que ma commande soit envoyée. Tac. OK. Le meilleur ami du await en général, ça va être le signal. Donc on va aller se rajouter les signaux dans notre process. Tac. Donc là, je vais aller un peu vite parce qu'on l'a déjà vu. Du coup, on se rajoute deux signaux. Un qui va permettre de dire que ma commande est préparée, un qui va permettre de dire que ma commande est envoyée. On va aller au niveau du contrôleur de livraison et faire exactement la même chose. Alors, shipping prepared, au passage, on récupère un shipping ID, donc un numéro de suivi. Les signaux, on est aussi capable d'envoyer des inputs à l'intérieur, donc on va se le mettre ici, shipping.id, et ici, on peut marquer la commande comme envoyée. Il ne reste plus qu'à implémenter tout ça. On va récupérer par là. On implémente tout ça. Donc là, notre shipping est préparé. Du coup, on va mettre le statut, enfin l'ID le tracking number, on va se le mettre dans notre commande et on va mettre à jour notre statut de livraison en prepared. De la même manière, ici, on va mettre à jour le statut de notre livraison en shipped. On peut même se faire un peu de Kotlin là si vous voulez. Tac, tac, voilà, comme ça,
Vous aurez appris des choses en Kotlin, ceux qui font que du Java. Et là, on peut se relancer notre application. J'ai juste rebuild, on l'avait mis en pause. On relance toute notre application. Et si je vais dans mon process de commande, je vais effectuer une nouvelle commande. Ma commande va être en attente du paiement. Je vais pouvoir l'avoir et simuler mon paiement. Donc là, on vient de passer le paiement. Si on se la met à côté, on vient d'attendre que le paiement soit autorisé. Du coup, notre commande est en attente de livraison. OK, super. On va simuler la livraison. Je vais faire un typo quelque part. De quoi? Elle n'est pas préparée. Bon, j'ai pas la suite. Moi, on a sauté une étape. Je suis désolé, on va avancer. Et on peut la marquer comme envoyé. Et du coup, notre commande va être envoyée. Donc en fait, on a vu que on pouvait complètement repenser notre manière de faire et changer notre source de vérité vers quelque chose de carrément... On va utiliser notre workflow et notre exécution comme source de vérité. Et du coup, changer un peu nos manières habituelles de travailler. Et donc, c'est hyper compatible avec des process à haute interaction humaine. Il faut juste changer des états et suivre un process. Un deuxième super pouvoir de temporal, c'est là où d'habitude dans une architecture event-driven, on découpe volontairement tous nos services. Du coup, on n'a jamais vraiment écrit notre recette de cuisine dans une classe. Aujourd'hui, on a tout écrit dans une seule classe. Et du coup, ce qui fait que ça, c'est complètement testable. Temporal vient avec un SDK de testing. Et donc, je vous propose qu'on se code un gros test d'intégration tous ensemble. Process Order Workflow Test. Non, on va pas coder un gros test d'intégration tous ensemble. J'ai déjà fait. Comme mon process avait l'air de fail, c'est le plus gros TDD de ma vie là. Je pense qu'il va fail. Mais en gros, on peut tester. Le but est de recréer tout un écosystème temporal. Donc, vous pouvez démarrer un sort de temporal in memory un peu light. Vous pouvez recréer vos workers, créer vos queues, enregistrer vos implémentations. Ici, j'ai mis des mocks pour mes services, mais c'est pas très grave. Et donc, retester tous vos process, les différentes étapes, etc. Et du coup, ça, c'est hyper clé quand vous avez des process métiers compliqués, si vous voulez les tester. Ça peut paraître peut-être un petit peu verbeux comme ça, mais dans ma précédente mission, on avait fait un wrapper de l'extension de test JUnit. Et du coup, on s'est retrouvé avec une développeur expérience qui ressemblait à ça. Donc c'était bien plus proche de ce qu'on a l'habitude et plus rapide à utiliser. Donc niveau testabilité, on est au top. On peut faire différents types de tests, moquer nos activités, faire un vrai test end-to-end. Tous les niveaux de test sont dispo. Et maintenant, on va parler du vrai super pouvoir de temporal pour moi. Et bon, on le sait, on est dans le monde d'Internet. Hein. Toutes ces choses-là, ça arrive. L'Internet, ça fail. Mais avant de passer à la suite, j'ai une petite confession à vous faire. Depuis le début de cette démo, toutes mes activités, donc toutes les tâches que je lance, il y en a littéralement 1 sur 3 qui fail. Il y en a 1 sur 3 qui fail, mais c'est complètement transparent pour nous. Donc on va s'en relancer 3. C'est complètement transparent pour nous parce que de base, Temporal, il ajoute une politique de retry à tous ces process. Et du coup, est-ce que j'ai eu la bonne du premier coup? Une attempt ratée. Pas de chance. Ah. Et voilà. Donc là, on voit que cette activité-là, il y a eu 2 essais. Il y a écrit qu'elle a fail et qu'elle va fail 1 fois sur 3. Et en fait, il y a toute une politique de retry qu'on peut mettre dans nos process. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut avoir, combien de retry on veut faire, c'est quoi, combien de temps on met entre chaque retry, de combien de temps on augmente entre chaque retry. Ça se met juste au niveau des activity options du début. Vous avez plein de possibilités, donc j'aurais pu mettre une politique ici de retry custom. Vous pouvez aussi mettre une politique de retry au niveau de votre process en entier, donc dans les options de votre workflow. Et du coup, les retries, en fait, dans Temporal, on s'en soucie même pas trop parce que, de base, mon process va retry. Si à un moment, je peux plus faire de retry parce que j'ai un vrai bug dans mon application, parce que j'ai des choses qui expirent, je vais pouvoir créer des sagas.
Des sagas, c'est un petit pattern qui me permet, en fait, pour chaque activité, pour chaque tâche de mon process, je vais aller mettre la tâche qui compense cette activité. Donc, par exemple, réserver un article, ça va être remettre l'article dans mon inventaire. Processer un paiement, ça va être rembourser mon utilisateur. Et je peux mettre tout ça dans un try catch. Et si j'ai une activité qui fail, je vais venir compenser toutes mes activités. Et donc, en fait, remettre mon process métier à son état initial, comme si c'était rien passé. Et donc, en fait, c'est un peu le combo des sagas et des retries qui fait que je m'approche d'une atomicité. Donc, ça va pas être une atomicité dans le sens SQL du terme, mais ça va être une atomicité de mon process. Soit il va au bout, soit je le remets dans un état où il ne s'est rien passé. Attention, il y a un petit coup quand même à tout ça. Le premier, c'est que déjà, vous devez déployer un cluster ou utiliser un temporal SaaS. Et le prix, ça va être la rejouabilité. En fait, on va parler d'idempotence, de rejouabilité. Si vous commencez à exécuter un workflow avec une version 1 de votre recette de cuisine et que vous faites des modifications dans votre recette de cuisine et il y a l'historique de votre workflow, il ne matche plus du tout votre recette de cuisine, vous allez avoir des gros bugs, des gros problèmes. Donc c'est un petit point d'attention, mais qui est quand même important. Vous pouvez versionner vos workflows pour contourner ça. Vous pouvez faire des tests de non-breaking change. Tout ce qui est aléatoire, des UID, des randoms, il va falloir les wrapper dans des petites méthodes exprès. Je en ai parlé un peu plus tôt, mais tout ce qui rentre et qui sort, ça doit être sérialisable. C'est pas grand-chose en général, mais c'est un point d'attention. Et du coup, pour conclure, j'espère que vous avez montré que c'était facile à évoluer et à maintenir, à évoluer et à utiliser. On a fait évoluer notre process métier, là, il tient dans une seule méthode. C'est facile à maintenir puisque c'est Temporal qui le maintient, c'est pas nous. Au niveau cross-language, peut-être que vous n'avez pas tous vos services en Java, c'est dispo en Go, en Java, en PHP, en Python, TypeScript. Il y a .NET qui arrive, il y a une documentation et une plateforme pour apprendre, donc c'est hyper complet. Il y a plein de choses dont je pourrais parler, mais on n'a plus assez de temps. Et donc j'espère vous avoir donné envie d'essayer. Si vous voulez essayer, il y a deux options. Il y a une version cloud qui est hébergée par eux-mêmes. C'est aussi sous licence MIT. Donc si vous voulez déployer on-prem ou l'utiliser sur votre laptop, c'est possible. Je vous le disais plus tôt, on est partenaire depuis la semaine dernière avec Temporal. Donc on vous a fait un petit QR code pour vous filer $500 de crédit cloud. Donc gros cœur, je vous le refile à la fin si ça vous intéresse. Et pour conclure, aujourd'hui on a créé un process métier. On a implémenté un process métier complexe qui cochait à peu près toutes les cases de ma checklist du début. Le truc qui tient dans une méthode, il est testable, il est résistant aux échecs. En fait, il est complet et il présente... et il coche toutes les cases de ma checklist. Donc si je devais conclure de manière plus globale, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de partir tête baissée dans une archi-maison et de se casser la tête 6 mois à recréer quelque chose qui existe déjà, quand il y a des solutions aussi complètes et matures que Temporal sur l'étagère. Donc j'espère vous avoir donné envie de l'utiliser. Je ne suis pas le seul à penser ces trucs-là. Là, je vous ai mis un tweet qui date de hier matin, donc vraiment tout récent, d'un utilisateur qui a réduit sa complexité de son code en une journée. Il y avait un article en dessous. Bref, j'espère vous avoir donné envie d'essayer. Vous pouvez venir nous voir Takima sur notre stand ou aller voir Temporal qui ont un stand aussi ici. Je vous push ma branche sur le GitHub juste là. Merci à tous. Du coup, il nous reste un peu de temps si vous voulez poser des questions. Ouais. Ouais, je répéterai la question. Ouais, alors est-ce que mon workflow va être exécuté à chaque fois que j'ai un await? En fait, Temporal, il va redérouler mon workflow, mais comme il aura dans son historique le fait que cette méthode-là, elle a déjà été exécutée, elle m'a déjà envoyé ça, et en fait, il va les passer, et il va se remettre au point où il en était, et juste exécuter la suite, du coup. Du coup, pour compléter ça, est-ce que
ça réduit le fait qu'on ne peut pas mettre 2 fois la même activité dans le même workflow. Ah non, en fait, à chaque fois que vous allez lancer une activité, elle va être traquée et vous pouvez faire des boucles et lancer 3500 fois une activité si ça vous intéresse. Donc il va reconnaître que c'est la première, la deuxième. Donc il va reconnaître que ok, cette activité-là a été lancée la première fois, c'était ça son retour, etc. Elle a répondu à telle date. Il y a toute une timeline en fait pour voir, pour traquer les événements. Quel est l'intérêt par rapport à un moteur de BPM ? L'intérêt, déjà, le premier, c'est pour moi la testabilité, parce que sur un moteur BPM, c'est plus compliqué à tester. Et après, en fait, c'est juste deux approches différentes. Là où le moteur BPM, il est plutôt tu dessines du workflow à il y en a un, tu dessines, et là, tu codes. Et là, on le code. Donc, c'est deux approches complètement différentes. Bonjour, merci pour la présentation. Imaginons le cas où c'est le chaos en prod, le marketing est n'importe quoi, il faut revert, plein de commandes en fait. Est-ce qu'on peut facilement intervenir sur la persistance, la base de données ? Alors, probablement que si vous avez un process métier qui gère des commandes, vous allez dupliquer vos commandes dans une base de données dans une base de données classique, on va dire. Là, le temporal, il est plus pertinent pour gérer l'état d'exécution de votre process, puisque à l'état final, s'il y a un drame, ça va vraiment être au cas par cas, voir comment on le fixe. Mais en gros, à titre perso, j'utiliserais plutôt l'état à l'intérieur de temporal pour suivre mon process, plutôt que vraiment comme source de vérité absolue, comme une base de données primaire, en fait. Bonjour. Je voulais en fait plus avoir d'informations sur le await. Oui. Par exemple, si le service de paiement il échoue, il est en PLS, qu'est-ce qu'il va faire le service qui attend le await la réponse ? Ouais, en fait, quand je suis sur un await, toutes mes applications peuvent s'endormir, il ne se passera rien, il n'y a aucun de mes services qui attend. C'est juste mon workflow dans temporal, mon exécution dans temporal qui est en pause. Et du coup, une fois que mon service de paiement va m'envoyer le webhook, toute ma machinerie va redémarrer. Mon worker de paiement va renvoyer un signal dans mon workflow, il va reprendre, simplement. Donc en fait, ça bloque pas complètement. Moi, j'ai pas envie d'aller plus loin dans mon process de commande tant que j'ai pas attendu ma validation de paiement. Je pourrais éventuellement mettre un timeout sur mes await, dire ok, au bout de 24 heures, si j'ai pas de paiement, c'est chelou, on fait des choses. Et en fait, après, ça va être de l'ordre du métier plus que de l'ordre du technique, ce que vous voulez faire. Ok, merci. Je crois qu'il y a d'autres questions au fond. Il y a des questions ? Bonjour. Est-ce que Temporal gère la scalabilité ? Genre, si j'ai deux applis, si je lance deux fois l'appli de l'application Spring Boot, il gère automatiquement ? Ouais, vous pouvez avoir autant de workers que vous voulez sur une queue. Il faudra juste que votre cluster temporal suive aussi votre charge. Bonjour. Je veux juste savoir si ça remplace un peu les applis qui sont événementielles ou plutôt la coordination de microservices. C'est un peu le titre aguicheur, je comprends. Mais en vrai, c'est juste des deux manières de faire différentes. Je pense qu'elles ont chacun leur chemin. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande majorité qui est plutôt sur de l'événementiel et à raison. Je pense qu'elles ont chacun leur utilité, leur petite spécification, mais là, ça va vraiment être du cas par cas. Ça va dépendre de use case. Bonjour. Au niveau du trafic, les workers, ils sont en attente permanente, ils font du pull continuellement pour savoir s'ils ont un truc à faire ? Ouais, il y a une partie, un peu comme du queuing en fait. Ça va être si mon worker il se passe rien, il est en train de rien exécuter, il va juste attendre, il va y avoir une event loop et Temporal va distribuer les tâches aux différents workers. Merci pour la présentation. J'ai une question. Tu as parlé de l'atomicité. Ouais. Et moi, quand je pense à atomicité, je passe à base de données, transactions et surtout niveau d'isolation. Comment tu gères
le fait que plusieurs services puissent travailler sur un order avec le même ID, par exemple. Après, ça va être les mêmes problématiques que quand vous avez une architecture distribuée en général. Vous pouvez soit avoir une source de vérité à travers les inputs et les outputs de toutes vos activités et faire confiance à ce que vous recevez. Après, en termes d'isolation, il va falloir gérer de la validation et des vérifications au niveau de chacun de vos microservices pour vérifier que c'est cohérent. Mais ça, c'est un peu les problématiques liées plutôt à... J'ai vraiment parlé d'atomicité et pas du reste de ACID, parce que c'est des problématiques liées aux architectures distribuées, quoi.